Avec une élévation de température de 2 degrés, vous avez plus d'1 milliard de gens sur Terre qui vivent dans les conditions d'un hammam permanent dans la journée. Pour la première fois, on commence à sentir les conséquences du changement climatique. Drill, baby, drill. On n'a jamais fait aussi chaud et on n'a jamais parlé si peu du dérèglement climatique. J'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Il y a une comète qui fonce droit sur la Terre. Il y a 100% de risque d'impact. Déter, un podcast de Sandrick Evrarts. Salut à tous, c'est déjà la 4e fois que je vous souhaite bienvenue dans Déter. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier. Vous êtes 400 environ à avoir mis du Déter dans vos oreilles et les capsules vidéo sur les réseaux sociaux cumulent aujourd'hui plus de 10 000 vues. Pourvu que ça dure, avec ce 4e épisode et cette nouvelle discussion avec Jean-Pascal Van Yperseel cette fois-ci. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Jean-Pascal Van Yperseel, c'est sans doute le climatologue qui a été le plus sollicité par les médias belges durant ces 20 dernières années. Et puis surtout, c'est l'ancien vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. La première fois que j'ai vu Jean-Pascal Van Yperseel, c'était dans un petit village de la province du Luxembourg, non loin de là où je vis. À l'époque, je suis en 5e secondaire et ma professeure de biologie nous invite, avec beaucoup d'insistance, à bloquer notre soirée du 13 septembre 2016. Pourquoi ? Eh bien parce que ce mardi soir-là a lieu une conférence sur le climat donnée par un scientifique de pointe, Jean-Pascal Van Yperseel. Et déjà à ce moment-là, je m'étais dit, ce climatologue ne se contente pas d'expliquer les faits scientifiques, il essaye d'être le plus pédagogue possible et se prend au jeu du fact-checking en décrédibilisant les quelques experts climato-sceptiques. En fait, Jean-Pascal Van Yperseel, c'est pour moi un messager aux airs de journaliste. Alors s'il joue un peu au journaliste, est-ce que cela signifie que les médias ne déclinent pas suffisamment bien le sujet du réchauffement climatique selon lui ? Eh bien je vous laisse écouter sa réponse. J'aurais tendance à dire non, et en même temps, je pense qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos des médias non plus. Je veux dire, loin de là, les décideurs politiques, les décideurs économiques, les citoyens ont aussi un rôle très important. Parce que pour ne pas savoir que les changements climatiques sont bien là, qui sont dus à l'activité humaine, pour ne pas connaître les mécanismes, à savoir le fait que c'est lié très spécifiquement aux émissions de gaz à effet de serre, principalement le CO2, que c'est chaque fois que l'on brûle du charbon, du pétrole, du gaz ou que l'on déboise, que l'on émet du CO2. Pour ne pas savoir tout ça, il faut vraiment se boucher les oreilles, se fermer les yeux très, très activement. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos des médias le manque d'action. Maintenant, si les médias avaient relayé encore davantage les messages du GIEC et de la communauté scientifique, ça aurait certainement contribué positivement. Grâce à l'UC Louvain, j'ai accès à un site du nom d'Europresse, une large base de données d'articles de journaux en Europe. Dans la barre de recherche, je tape donc Jean-Pascal Van Yperseel et je sélectionne 2 quotidiens belges très connus, Le Soir et La Libre. Résultat, un graphique assez régulier avec un pic du nombre d'articles incluant le nom Jean-Pascal Van Yperseel durant l'année 2019, année des marches pour le climat. C'est un moment très important. Fin 2018, début 2019, moi j'ai rencontré Greta Thunberg à Katowice en novembre-décembre 2018. J'ai rencontré Anuna de Wever et Adélaïde Charlier début janvier 2019 et ce sont elles qui m'ont demandé de co-présider un panel d'experts avec le Vlaams Bouwmeester du côté flamand. Pour les aider à répondre aux questions que les journalistes commençaient à leur adresser très spécifiquement et qui étaient vous manifestez dans les rues, vous organisez des grèves scolaires, mais qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et elles répondaient
Ces jeunes filles qui avaient 16-17 ans à ce moment-là. Écoutez, c'est pas nous les experts, nous on insiste sur l'urgence. Ce qu'il faut faire, demandez-le au GIEC, demandez-le aux experts. Et pour ne pas laisser les journalistes tout seuls par rapport à cette interrogation-là, par rapport à cette démarche-là, Hanouna De Wever et Adélaïde Charquet nous ont demandé de mettre sur pied un panel d'experts. Et on a créé un panel d'experts d'une quarantaine de personnes, quarantaine de scientifiques du nord et du sud du pays. Ils ont travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois pour publier un rapport qui est toujours en ligne aujourd'hui sur le site du panel climat, panelclimat.be, qui contenait toute une série de recommandations adressées aux politiques belges et par extension européens, puisqu'il y avait les élections en mai 2019, les élections conjointes au niveau belge et au niveau européen. Et donc effectivement, c'était une occasion très importante pour répondre aux sollicitations et pour mettre au service de ces jeunes citoyens et de ces jeunes citoyennes qui s'intéressaient de près au climat, de mettre à leur service mais ce que le GIEC faisait depuis longtemps. Lors de ma visite au soir, j'avais rencontré Michel Demullenard, journaliste du Pôle Planète, et il m'avait expliqué que malheureusement, l'actualité fonctionnait un peu comme un rouleau compresseur, et que quand les incendies s'éteignent à Los Angeles, on n'en parle plus. Je confronte donc un peu Jean-Pascal Van Ypersele avec cette réalité. Oui, ça c'est la logique des médias et d'une information qui bouscule une autre et d'une attention qui est portée sur un sujet pendant un temps très limité, jusqu'à ce que la prochaine actualité, la prochaine catastrophe, le prochain fait divers, la prochaine déclaration d'un président extrémiste vienne bousculer et vienne faire disparaître les choses importantes dont on parlait peut-être juste avant. C'est par rapport aux problèmes climatiques ou par rapport aux problèmes environnementaux. Ça devrait pour bien faire demander une attention quotidienne. Et les changements à faire sont tellement importants dans tous les domaines qu'il faudra une mobilisation générale de toute la société, de tous les acteurs de toutes sortes pour faire changer les choses. Et donc en parler de temps en temps, chaque fois qu'il y a une catastrophe, ça ne convient pas et ça ne suffit pas. Mais bon, la réalité étant ce qu'elle est, on travaille avec ça. Ce matin, RTL est venu ici m'interroger, c'est pour le journal de ce soir, parce qu'il fait beau maintenant, il fait sec depuis un certain temps, et il voulait avoir mes commentaires sur le lien éventuel entre la persistance du temps sec et beau et les changements climatiques. Bon, quelque part, je trouve que c'est un petit peu dommage que RTL, que ce soit RTL ou un autre média, ne s'intéresse à cela que quand il y a quelque chose comme ça auquel il se raccroche pour en parler. Mais en même temps, j'ai saisi l'occasion et j'ai répondu à la demande. Mais il y aurait un effort plus continu de la part de RTL et de la part de tous les médias pour traiter les questions climatiques, pas seulement du côté des impacts et des mécanismes à l'œuvre, mais aussi du côté des éléments de solution à mettre en œuvre. Ce serait très bienvenu. Quand on parle du changement climatique, c'est donc seulement lors d'événements remarquables ou de catastrophes. D'ailleurs, Jean-Pascal Van Ypersele avait été invité sur les plateaux télé le jour des inondations à Liège en 2021, et je lui résume ce dont on avait discuté avec Arnaud Ruyssen lors de l'épisode 1 de Déter, à savoir que le lien entre cette catastrophe et le réchauffement climatique n'était pas si évident, si simple à faire. Voyons si Jean-Pascal Van Ypersele est d'accord avec cela.
Oui, en même temps, bon, d'abord, il se faisait que j'avais avec moi le rapport du GIEC de 1990, le premier rapport, et que j'avais pour l'émission de Véronique Tiberghien ce matin-là, repéré de vieilles citations du GIEC de ce rapport-là, hein, 30 ans avant juillet 2021, qui disait que le réchauffement climatique allait s'accompagner d'événements extrêmes, notamment de pluies plus violentes. Et donc, quand j'étais invité 2 heures plus tard à être sur le plateau du journal télévisé, beh, j'avais ma citation et je n'ai plus que répéter que ce que le GIEC disait 30 ans avant déjà, hein, alors l'explication, bah, c'est pas, ça n'a rien de compliqué, hein. Quand vous chauffez de l'eau, elle s'évapore, tout le monde sait ça. Si elle s'évapore, bah, ça où va la vapeur? Mais dans l'air ambiant. Donc ça veut dire que quand le climat de la Terre se réchauffe, bah, il y a plus de vapeur d'eau dans l'air. S'il y a plus de vapeur d'eau dans l'air, ben, quand les conditions sont réunies pour que cette vapeur d'eau se condense et devienne de la pluie, et tout le monde comprend assez bien ce que c'est que la condensation de la vapeur d'eau, hein. Il suffit de voir dans une salle de bain où il y a eu beaucoup de vapeur d'eau, l'eau qui se condense sur les surfaces un peu plus froides, que ce soit un miroir ou autre chose. Eh bien, quand les conditions sont réunies pour que cette eau se condense, les quantités d'eau qui tombent sont plus importantes. C'est 7% de plus de vapeur d'eau pour chaque degré Celsius supplémentaire, donc ça n'a rien de compliqué, hein. J'avais aussi envie d'entendre Jean-Pascal Van Ypersele sur la question de l'alarmisme. Je lui ai donc demandé: les journalistes doivent-ils être alarmistes lorsqu'ils parlent du climat? Ah non, 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 il ne faut surtout pas être alarmiste. Donc ça, j'ai toujours, chaque fois qu'on a utilisé devant moi le mot alarmisme, hein, j'attendais d'avoir l'occasion de réagir sur ce point-là. Je disais qu'il y a une grande différence pour moi entre le fait d'être alarmiste et le fait d'être alarmant. Et le GIEC, pour moi, n'a jamais été alarmiste. Et moi, j'ai toujours essayé de ne pas être alarmiste. Parce que l'alarmisme, pour moi, c'est exagérer dans l'alarme de manière volontaire, de manière délibérée, pour faire encore davantage peur. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur de faire ça, et je pense que le GIEC ne le fait pas. Et j'espère que moi, je ne l'ai jamais fait. En tout cas, c'était mon intention, en tout cas, de ne jamais le faire. Pourquoi? Mais parce que si on exagère, ben, ça veut dire qu'on sort des faits, on sort de l'analyse scientifique. Et je pense que les scientifiques ont justement la responsabilité, enfin une des responsabilités qu'ils ont, ben, c'est d'expliquer quels sont les faits, de les décrire factuellement, c'est le cas de le dire, en respectant la réalité, sans la transformer de manière à la rendre différente de la réalité pour qu'elle soit plus alarmante, ce qui est à ce moment-là de l'alarmisme, hein. Parce que si on produit une information qui est plus alarmante que ce que les faits suggèrent, ben, c'est ça l'alarmisme. Et je pense que c'est une espèce de malhonnêteté intellectuelle qui est, à mon avis, contre-productive par rapport au but que beaucoup ont en communiquant sur le sujet, à savoir mobiliser autour d'une alarme et autour d'une urgence d'agir sur la base de faits, sur la base de raisonnements, sur la base d'informations vérifiées, etc. Et donc, je pense qu'il faut lutter contre l'alarmisme. Parce que les faits sont déjà bien assez alarmants. Au fond, est-ce que le problème, ce n'est pas la politisation du sujet climat? Est-ce que derrière chaque solution pour lutter contre la crise climatique, il n'y a pas une idéologie, une position politique? Quand on dit par exemple qu'il faudrait contrôler beaucoup plus l'empreinte carbone des entreprises, ou limiter les plus riches dans leur consommation, ou encore miser sur les technologies futures. Au moment où j'évoque cette idée, Jean-Pascal Van Ypersele n'est pas tout à fait d'accord, non? Je pense que si on part des faits, de la compréhension des processus qu'il y a derrière les faits,
Il y a toute une série de choses qui n'ont rien à voir avec l'idéologie, hein. Comme je dis souvent, on peut négocier avec beaucoup de choses. En politique, on peut négocier des positions, des idées, des priorités, etc. Mais il y a un acteur avec lequel on ne peut pas négocier, et ça, il faudrait quand même qu'on finisse par l'accepter. Ce sont les lois de la physique, les lois de la nature, les lois de la chimie, les lois de la biologie. Et avec celles-là, on ne négocie pas. Elles sont ce qu'elles sont. Hein. Et donc, si on veut maintenir l'habitabilité de la Terre pour tout le monde, on doit absolument réduire fortement les émissions de CO2 en particulier, des autres gaz à effet de serre aussi, mais enfin le principal d'entre eux, c'est d'origine humaine, c'est le CO2. Et on doit le faire le plus vite possible, ce qui veut dire qu'on n'a pas le temps d'attendre des solutions technologiques ou autres qui apparaîtraient dans le futur, peut-être un jour, et qui auraient un pouvoir très important, pour ne pas dire un petit peu magique par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. On est obligé de mettre en œuvre ce que l'on sait aujourd'hui sur les moyens d'agir. Et là, comme je le dis régulièrement aussi, le GIEC est quand même très clair. Le GIEC, je ne peux pas vous montrer l'entièreté de l'épaisseur là-haut, parce qu'il y a la moitié qui est dans un autre bureau maintenant, mais les volumes qui sont là à droite, il y a 50 cm de large, c'est la moitié du dernier rapport. Et donc ça veut dire qu'il y a à peu près 1 mètre de papier, hein, très dense sur l'ensemble du 6e rapport du GIEC. La moitié, grosso modo, hein, de ces 10 000 pages, arrondis les chiffres, sont sur les faits, les processus à l'œuvre, et l'autre moitié sont sur les solutions et portent sur l'évaluation de la pertinence de chacun de ces éléments de solution. Hein, parce qu'il n'y a pas une seule solution, il n'y a que des éléments de solution qui, tous combinés, peuvent amener à une très nette amélioration de la situation. Donc, on a quand même des données scientifiques, techniques, socio-économiques, assez précises sur ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas simplement une question de priorité, parce qu'on aime bien ci ou qu'on aime bien ça, qu'on aime bien l'idée que toute l'énergie qu'on utilise vienne du vent, du soleil ou du nucléaire. Et ça, c'est un peu subjectif, ça. Je veux dire, il y a aussi des informations, des données et qui viennent de l'évaluation que le GIEC a faite avec des équipes de scientifiques, avec des centaines de scientifiques du monde entier, de toutes disciplines. Et donc, si on accepte de se plonger là-dedans, ben, on se rend compte que la marge de manœuvre pour les choix politiques, ben, elle est là, bien sûr, hein, mais elle n'est pas si grande que ça. Hein. Et si on écoute, si on lit les conclusions du GIEC, on va voir qu'une bonne partie des efforts à faire concernent la gestion de la demande, la diminution de la quantité d'énergie qu'on consomme, en tout cas dans les pays riches. Je pense qu'on doit aussi constater, c'est un fait, hein, que les pays riches et les plus riches de tous les pays, surtout dans les pays riches, mais dans les pays moins riches aussi, sont ceux qui consomment et qui émettent le plus. Et donc, on peut difficilement nier le fait que si on doit parler de réduction d'émissions, ben, c'est surtout les émissions de ceux qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre qui doivent diminuer. Alors évidemment, on peut aller coller dessus de l'idéologie, etc., mais je crains que, en fait, ce soit surtout quelque chose de factuel de dire que ce sont les plus nantis qui doivent réduire le plus. Ce sont aussi ceux et celles qui ont le plus de moyens de réduire les émissions en ayant accès à des technologies plus efficaces, etc., qui coûtent parfois un petit peu plus cher. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre trop d'idéologie dans les solutions à mettre en œuvre, aussi bien par rapport au changement climatique que par rapport à la biodiversité, et que chacun de ces 2 domaines se porterait beaucoup mieux si on mettait l'idéologie un peu de côté, et si tous les partis politiques, si tous les acteurs politiques prenaient comme priorité réelle
le maintien de quelque chose d'aussi fondamental, ou qui devrait être aussi fondamental pour tout le monde, que l'habitabilité de la seule planète habitable du système solaire, hein. On ne se rend pas compte à ce qu'on est en train de faire, hein. Moi, je ne serai plus là dans 50 ans, hein. Mais dans 50 ans, il y a des régions entières de la Terre qui seront devenues inhabitables, hein, dans certaines régions tropicales, par exemple. Il me reste 10 minutes avec Jean-Pascal Van Ypersele et j'ai réservé cette question pour la fin de l'entretien, étant donné qu'il m'avait dit qu'il appréhendait un peu les questions sur la manière dont les journalistes devaient parler du climat. Il m'a d'ailleurs rappelé plusieurs fois qu'il n'était pas journaliste, mais voilà, j'avais quand même envie de lui poser cette question un peu provocante. L'actualité fait parfois que y a une guerre où Trump est réélu aux élections, et donc le sujet climat, en fait, il passe au 3e, au 4e, 6e plan. Est-ce qu'il ne devrait pas, quoi qu'il arrive, rester au premier plan? Oui, c'est une bonne question, mais bon, hein, si en tant que climatologue, je vous répondais, oui, le climat, c'est le sujet prioritaire dont il faudrait parler, en permanence, je crois qu'on pourrait m'accuser probablement d'un certain conflit d'intérêts. Mais au-delà de ça, je ne suis pas tout à fait sûr que aujourd'hui, ce soit le seul problème dont on devrait parler. Je pense plutôt qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'autres sujets dont il est important de parler aussi aujourd'hui, parce que les difficultés des changements climatiques, elles commencent tout doucement à être ici et là très perceptibles pour certains, en particulier les personnes les plus défavorisées, c'est vrai. Mais les impacts principaux sont à venir. Que les problèmes immédiats, très importants, dont il faut parler aujourd'hui, des difficultés dans lesquelles beaucoup de gens se débattent aujourd'hui, que ce soit parce qu'il y a de graves problèmes économiques, de graves difficultés économiques chez certains, que ce soit parce qu'il y a des graves problèmes de sécurité chez d'autres, que ce soit lié à des conflits ou à d'autres raisons. Il y a 1 milliard de gens à peu près qui vivent en dessous, qui vivent avec moins de 2 ou 3 euros par jour aujourd'hui. Est-ce que c'est un problème moins grave que le fait que le climat va rendre la Terre inhabitable d'ici quelques décennies dans une partie du monde? Je crois qu'aujourd'hui, non. Je pense que le fait qu'il y ait cette grande pauvreté dans une grande partie du monde devrait être très préoccupant. Ça devrait aussi être un sujet dont on parle. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un sujet dont on parle tous les jours? Ce qui est en cause, ce n'est pas le fait qu'on ne lutte pas contre les changements climatiques. Ce qui est en cause, c'est la manière dont le développement, c'est le modèle de développement dans lequel on est dans les pays dits développés. Et c'est un modèle de développement qui exclut beaucoup de monde, qui néglige beaucoup d'espèces vivantes, qui néglige le futur, notamment le futur climatique, qui exploite les ressources de manière complètement démesurée, sans se soucier de savoir si elles se renouvellent ou pas. On devrait parler davantage du climat, mais pas de manière isolée. Le climat, c'est en bonne partie un symptôme, hein. C'est un petit peu comme la fièvre pour le corps humain. Le fait que la température monte, aussi bien la température de la Terre que quand quelqu'un est malade, la température de son corps, c'est un symptôme. Les causes sous-jacentes, ce sont celles-là qu'il faut soigner, aussi bien pour le corps humain que... on ne soigne pas tous les problèmes médicaux avec de l'aspirine, hein. L'aspirine, elle essaie de faire descendre la température. Pour le climat, certains rêvent, ils sont, je pense, à côté de la plaque. On pourra installer un jour des parasols autour de la Terre pour
diminuer un peu la quantité d'énergie solaire qui arrive au niveau de la surface et donc limiter le réchauffement tout en continuant à consommer autant de combustibles fossiles. Je pense qu'ils sont tout à fait à côté de la plaque, ceux qui pensent ça. Et je pense qu'il faut agir beaucoup plus fondamentalement, avoir une approche systémique. Je crois que c'est ce qui est nécessaire. Hein. Sinon, on va rester à la surface des choses et on va pas changer toutes les choses qu'il est nécessaire de changer si on veut vraiment garder la Terre habitable pour tout le monde. Voilà, nous arrivons au terme de ce 4e épisode de Déter, l'occasion pour moi de ressortir mon carnet de journaliste sensible aux questions climatiques. Comme toujours, je vais y noter quelques points clés. Premièrement, et c'est ce dont on a parlé à la fin de cet épisode, le réchauffement climatique doit être vu comme un symptôme, et il ne faut donc pas considérer ce symptôme comme le problème en soi, mais plutôt comme une réaction aux mécanismes défaillants de la société dans laquelle nous vivons. Deuxièmement, les éléments de solutions à mettre en œuvre pour lutter au mieux contre le réchauffement climatique sont écrits noir sur blanc dans la moitié du rapport du GIEC, et pourtant les médias ne parlent pas tant de ces solutions, mais sollicitent les experts lorsque les conséquences du dérèglement climatique sont visibles. Troisièmement, pour finir sur une note plus positive, une mobilisation citoyenne aussi importante que celle de 2019 a eu un pouvoir énorme, celui de médiatiser beaucoup plus le sujet d'une part, mais aussi d'autre part, celui de rassembler des experts de tout le pays pour répondre au mieux aux questions des citoyens. Dans le prochain épisode d'ailleurs, nous accueillerons une militante qui a convaincu Jean-Pascal Vanni Purcell de présider ce groupe d'experts, une militante qui était au premier rang lors des marches pour le climat en 2019, et elle est même considérée par certains comme la Greta Thunberg belge. Pour ceux qui l'ont deviné, bravo, on aura l'occasion de parler avec Adélaïde Charlier. On se donne donc rendez-vous très vite pour l'épisode 5 de Déter.